l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Le vin devrait-il toujours être dans une bouteille traditionnelle, servie dans un verre à pied ? On voit dans le monde l'essor du vin en canette. Est-ce une possibilité pour le marché français ? Y a-t-il d'autres packagings possibles ? Aujourd'hui, un sujet consommation avec Arnaud Daffy. Arnaud, vous avez choisi de nous parler des formats alternatifs de packaging de vin, soit tous les vins qui ne sont pas mis dans une bouteille traditionnelle. Pourquoi ce choix de sujet ? En fait, c'est parti d'un constat. J'étais dans le TGV il y a une dizaine d'années et j'étais au bar de ce TGV et je vois ces petites bouteilles de 18 centilitres avec une petite capsule à vis et d'un air un peu narquois, je demande au barman si il y a des gens qui consomment de ça, quoi. Et j'avais un peu derrière ma tête que c'était quand même des choses qui étaient sacrilèges en termes de monde du vin. Et en fait, le barman me répond qu'à l'heure des repas, il y a une personne sur trois qui prenait une bouteille de vin avec leur repas. J'avais trouvé ça énorme et du coup j'ai souvent redemandé, peut-être une dizaine de fois au barman, pour vérifier si la statistique se répétait et c'est toujours à peu près la même chose, entre une fois sur trois et une fois sur quatre. Donc en fait moi j'en suis vraiment arrivé à une conclusion, c'est que quand il existe une offre de vin adaptée à un instant de consommation, et ben le consommateur, il boit du vin pendant ses repas et il boit du vin en déplacement. La deuxième réflexion, c'est que si on observe toute la vente de restauration à emporter, il n'y a pas d'offre de vin. On va trouver de la bière très régulièrement, mais on ne trouve pas de vin. Et ça pose un vrai souci parce qu'il faut regarder les chiffres. Ce qu'on appelle la restauration hors domicile, c'est-à-dire les repas qu'on prend en dehors de la maison, il y a eu une grande bascule au milieu des années 2010. En 2014, le nombre de repas pris en vente à emporter est devenu supérieur au nombre de repas pris à table, de façon traditionnelle. Et aujourd'hui, c'est 56% du chiffre d'affaires de la restauration qui est faite en vente à emporter, et c'est 70% des 8 milliards de repas qui sont pris en France par an. C'est gigantesque en fait la vente à emporter. En fait, on est en train de se dire qu'on exclut 70% des repas de la consommation de vin puisqu'il n'y a pas d'offre adaptée à ces moments de consommation. Parce que si on écoute les observateurs de la filière, ils nous expliquent que la baisse de la consommation du vin en France, qui a été diminuée par 2 dans les 40 dernières années, cette baisse de la consommation, elle est liée à la loi E20, elle est liée aux hygiénistes. Mais en fait, peut-être qu'elle est tout simplement liée au fait qu'il n'existe pas d'offre de vin adaptée à la vente à emporter qui devient la consommation principale. Mais en France, ça n'a pas l'air d'être trop la culture, le vin en canette. C'est clair, on a un pays très traditionnaliste dès qu'on touche au domaine du vin. Et c'est la question que je pose, est-ce qu'on n'est peut-être pas trop traditionnaliste ? Est-ce qu'on n'a pas un peu sanctuarisé le produit ? Moi, j'ai le plaisir d'enseigner dans de nombreux établissements, et à chaque fois que j'évoque le sujet du vin aux canettes, je vois des regards horrifiés dans les yeux de mes étudiants. Alors, encore plus quand c'était les sommeliers. Il y a de l'indignation presque à l'idée de mettre du vin en canette. Quand les premières canettes sont sorties dans les années 2004 en France, quand on les a vues, il y avait des commentaires, je me rappelle, sur les réseaux sociaux qui étaient vraiment, dans le meilleur des cas, moqueurs, dans le pire des cas, indignés. J'ai même souvenir d'un sommelier assez en vue qui, sur son blog, avait écrit que le vin en canette, c'était impensable en France, puisque ça donnait une image dégradante, voire rédhibitoire pour le vin. Donc effectivement, le marché français est très conservateur. Il n'a toujours pas adopté d'ailleurs la capsule à vis, par exemple, qui fonctionnellement semble avoir du sens. C'est un peu compliqué sur le marché français. Moi, la question que ça me pose là en vous écoutant, c'est est-ce qu'il y a une différence gustative entre le vin en canette et le vin en bouteille ? Alors ça, c'est une bonne question. Il y a des tests qui ont été faits. Il y a même, vous pourrez trouver une vidéo assez marrante qui demande à 2 experts de goûter le même vin mis en canette ou en bouteille. Oui, je pense que les experts vont être capables de distinguer des très légères sensibilités, mais on est bien d'accord qu'il faut être un œnologue très affûté pour voir une différence. Non, il y a un gros travail qui a été fait par les gens qui mettent le vin en canette aujourd'hui sur, entre autres, le fait d'avoir une pellicule à l'intérieur de la canette qui neutralise un goût qu'on pouvait éventuellement trouver qui était un goût très légèrement métallique.
Donc je pense que ça pose pas de sujet sur une modification du goût. La question de la garde peut se poser. En l'occurrence, je pense que le sujet finalement ne se pose pas dans la mesure où le vin en canette, il n'est pas fait pour être gardé, il est fait pour être consommé assez rapidement avec une forte rotation. Et est-ce qu'on voit ce genre de format à l'étranger? Alors effectivement, les marchés internationaux et tout particulièrement les marchés anglo-saxons ou asiatiques ont adopté beaucoup plus rapidement que nous le vin en canette. On a des stats assez intéressantes sur les USA où c'est un grand boom. Aujourd'hui, il y a une croissance de 70% par an de la consommation des vins en canette. On est passé de 6 millions de dollars en 2015 à plus de 50 millions de dollars en 2019, avec voilà, une courbe qui est vraiment quasi exponentielle. Et on voit toutes les grandes marques. Alors toutes les grandes marques, on va dire mass market, je pense à Barefoot et compagnie qui mettent maintenant beaucoup de vin en canette. Et puis même des marques un petit peu plus premium, je pense à l'exemple de Château Saint-Michel par exemple, qui pareil commence à faire une production assez intéressante de vin en canette. Et alors, maintenant que vous le dites, on avait vu lors du So Wine Talk sur le marché du vin à New York que les bouteilles individuelles se vendaient très bien en supermarché et ciblaient en priorité les femmes seules parce qu'elles trouvaient ça pratique. Exactement, en fait, c'est un des vrais sujets, la notion de praticité. Et d'ailleurs, il y a une étude assez intéressante par l'Université du Texas de l'année dernière sur justement les raisons pour lesquelles les consommateurs utilisent des services comme ça de vin à l'unité et entre autres la canette. La première des choses, et entre autres dans le cas de la canette, c'est la praticité. La canette, ça ne casse pas, ça refroidit plus vite, ça prend moins de place dans le frigo, ça peut être emmené en pique-nique, ça peut être jeté dans un sac. Il y a quelque chose d'extrêmement facile, il n'y a pas besoin de tire-bouchon. Il n'y a même pas besoin de verre en fait. Non, ça peut encore plus choquer. Mais il y a même, si on le veut, il n'y a même pas besoin de verre. Donc ça, cette notion de praticité, c'est de très loin le premier critère qui est plébiscité. Le deuxième critère, c'est que ça permet des nouveaux instants de consommation. Et c'est exactement notre syndrome du TGV. C'est-à-dire qu'en fait, dans un endroit où on n'avait pas l'habitude ou pas la possibilité de boire du vin, avec son sandwich sur un banc, dans un parc, dans le train, en pique-nique, à la montagne, n'importe où, et ben en fait, on retrouve ces instants de consommation. Le troisième point, c'est la dimension économique. Les gens n'ont pas besoin d'acheter une bouteille, parce que bien sûr, peut-être rapporté au litre, une canette est plus chère, mais en revanche, on n'est pas obligé d'acheter toute une bouteille. Donc pour des gens qui voudraient juste un usage unique, finalement, c'est une vision économique du coût d'achat. Et puis, il y a un vrai sujet sur la notion de choix et de contrôle des portions. C'est-à-dire qu'en fait, avec une bouteille, il y a une petite musique qui nous dit si j'ouvre la bouteille, je risque d'être tenté de la finir ou des choses comme ça. Tandis que quand on ouvre une canette, voilà, on sait qu'on va limiter sa portion. Et puis aussi, si on a plusieurs canettes, il y a plus de choix. C'est un peu le principe du vin au verre au restaurant. Si on prend chacun en vin au verre, finalement, on va chacun pouvoir prendre le vin qu'on souhaite. Et puis, et c'est un sujet qu'il ne faut pas négliger au niveau marketing, il y a une dimension image. J'invite les gens qui écoutent à aller voir, taper vin en canette sur Google Images. Vous allez voir le potentiel créatif en fait de la canette en termes d'étiquette, le fait que ce soit intégralement marketé, puis qu'il y ait ces côtés 360 degrés, qui fait tout le tour de la canette, fait qu'en fait c'est un vrai potentiel d'expression marketing. On peut faire des très jolies choses et très intéressantes. D'ailleurs, petite parenthèse, la bière artisanale investit très très massivement le terrain de la canette et fait des créations assez intéressantes. Le sujet de la bière artisanale me fait aussi dire qu'il y a, dans l'étude en tout cas faite par la Texas University, quelque chose aussi autour de la qualité. Les gens attribuent une grande qualité de conservation à la canette. Et c'est aussi le discours qui est beaucoup véhiculé aujourd'hui par les brasseries artisanales qui dit que la canette finalement est sûrement la meilleure façon de garder la fraîcheur des bières artisanales. Donc en fait tout ça est en train aussi de rentrer dans la tête du consommateur. Et est-ce qu'on voit ce genre d'initiative en France ? Alors ça commence tout doucement. On a une des premières personnes qui a vraiment cru dans la canette, qui a lancé ça de mémoire en 2014, c'est Winestar, qui est un acteur français, qui est en train d'ailleurs d'ouvrir et de démocratiser sa chaîne de production. On a Montcigal qui a lancé un rosé en canette qui marche bien. Et puis on a également le lancement orchestré par mon amie Anne-Victoire Montrosier de la marque Miss Vicky Wine qui lance un vin en canette qu'elle a crowdfundé. Ça va être intéressant de voir justement si cette démarche a du succès. On va voir ça dans les mois à venir. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur le marché français. Il est paradoxal le marché français par certains égards, et on l'a déjà évoqué plus tôt, il est extrêmement conservateur. Mais en revanche, si on pense par exemple au bag-in-box, le bib, les cubis, il y avait vraiment une très très forte réticence dans les tout premiers instants, et entre autres de la part des professionnels, il y avait vraiment une forte réticence.
Aujourd'hui, c'est quand même 45% des ventes en grande distribution, c'est jusqu'à 70% des volumes en restauration pour les vins en verre. Donc on voit aussi que le consommateur français, quand il y a un usage intéressant, il est capable d'adopter finalement un changement en termes de packaging. En vous écoutant, on se demande quand même si on peut mettre tous les vins en canette. Alors je crois que c'est pas l'objet. Effectivement, je pense qu'il viendrait à personne l'idée de mettre Pétrus ou des grandes côtes rôties en canette. Bien évidemment, ça se destine essentiellement à des vins de consommation courante, des vins de consommation immédiate aussi, c'est-à-dire le vin qu'on va venir prendre en supermarché en achetant son sandwich du midi. Voilà. Donc ça ne se destine pas non plus à la garde. Je pense qu'on ne verra jamais un consommateur descendre dans sa cave et dire tiens, j'ai retrouvé une petite canette du millésime 2012. C'est pas du tout l'objet. On est sur un vin qu'on va boire immédiatement et dans certains types d'usages. Donc non, c'est pas du tout destiné à tous les vins, mais en revanche, ça peut représenter une part, peut-être 5-10% du marché, justement sur ces nouveaux usages, ou sur ces usages qui n'étaient pas couverts par les formats actuels. Et justement, est-ce qu'il y aurait même d'autres formats à explorer pour le marché français ? Alors c'est vrai que là on a beaucoup parlé des canettes, il y a énormément de formats alternatifs qui sont intéressants à observer. On a vu arriver, entre autres avec les fameux tubes, les wine in tube, les WIT, et par exemple des technologies comme Divine, la possibilité de faire du service à l'unité dans des bonnes conditions, et ça offre beaucoup d'usages très très intéressants, que ce soit chez les consommateurs, mais également surtout, je pense, en restauration. Moi, il y a des choses que je trouve très intéressantes aussi en termes d'usage B2B, c'est les fameuses vinotes de la société Vinovae. Ce sont ces toutes petites bouteilles qui permettent de faire de l'échantillonnage. Alors là, il y a une vraie dimension fonctionnelle très 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 pratique qui permettent par exemple d'envoyer 10 échantillons à un distributeur ou à un client potentiel pour lui faire goûter des petites quantités de vin, mais avec beaucoup beaucoup d'avantages au niveau logistique, mais également le consommateur. Je crois que le Petit Ballon avait lancé la possibilité de faire de l'échantillonnage ou des petites dégustations grâce à des petits échantillons. On a vu aussi apparaître les bouteilles en PET plates qui pouvaient passer dans la boîte aux lettres des consommateurs. C'est quelque chose d'intéressant parce qu'il y a un vrai sujet sur la livraison, entre autres, des bouteilles de vin. Il y a également le verre operculé. C'est ce verre avec une fermeture en aluminium au-dessus. Alors, au-delà de la dimension déchet qui, je pense, peut poser problème dans le long terme, mais c'est quelque chose qui marche beaucoup. Marks & Spencer a eu un succès incroyable avec son Froglet. Ça a très très bien marché. Et pour la petite anecdote, j'en ai un jour trouvé un dans un bar de gare à Marseille et j'ai demandé au serveur si ça se vendait. Et il m'a répété exactement comme mon vendeur TGV qu'effectivement, à un repas sur 3 ou un repas sur 4, les gens prenaient un petit verre de vin operculé. Donc c'est un format qui est aussi intéressant à explorer. Est-ce que vous pensez alors qu'on va vers la disparition de la bouteille en verre ? Non, je pense qu'on a encore beaucoup de marge. Encore une fois, je pense que c'est des usages qui concerneront jamais plus de 5% du marché. Et en plus, à mon avis, c'est 5% complémentaires qu'on va aller chercher. Et je pense même que, paradoxalement, le vin en canette pourrait être un allié de la bouteille. Pourquoi ? Parce que la plus grande menace pour la bouteille, c'est la déconsommation du vin. C'est que les gens ne rentrent pas dans la catégorie vin. Et je pense que la canette, moi, c'est quelque chose qui va aider à aller recruter des nouveaux consommateurs, aider à aller recruter des nouveaux usages, et finalement, aider à faire qu'il y ait plus de gens qui consomment du vin. Et mécaniquement, plus les gens consomment du vin, plus à la fin, ils finiront par consommer des bouteilles de vin. La canette ou le vin au verre pourrait alors être l'occasion pour le consommateur de boire en petite quantité, à des moments qu'il n'aurait sans doute pas envisagé auparavant, et pour les marques de vin, des opportunités de toucher de nouveaux publics. Il faut maintenant que les Français soient prêts à désacraliser non seulement la bouteille de vin, mais aussi le moment de partage qu'est la dégustation traditionnelle du vin. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. À très vite.